On vous propose ici une rencontre entre deux intellectuels qui œuvrent dans des domaines assez éloignés, mais qui se réfèrent régulièrement l'un à l'autre dans leurs écrits, et ce, sans jamais s'être rencontrés. Ils luttent tous les deux contre l'intolérance ethnique et linguistique. Marco Micone est un écrivain et dramaturge québécois. Né en Italie, il débarque à Montréal en 1958 à l'âge de 13 ans avec sa mère et son frère. À leur arrivée, l'école Saint-André-Apôtre dans le quartier Annecy de Montréal refuse son inscription et celle de son frère, qui ne peuvent ainsi fréquenter le réseau scolaire francophone. Marco complète ainsi ses études secondaires dans une école catholique anglophone, fréquentée majoritairement par des enfants d'immigrants italiens. Son cursus scolaire prévoit toutefois la lecture d'œuvres de langue française. C'est en lisant Gabriel Leroy qu'il découvre la littérature québécoise et choisit de l'étudier au Collège Loyola, dans l'ouest de l'île de Montréal. Il obtint sa maîtrise à l'Université McGill en 1971, qui portera sur l'œuvre du dramaturge québécois Marcel Dubé. Pendant les années 70, il milite pour un Québec français et se joint au Parti québécois. Il a 2 enfants qu'il a envoyés à l'école Saint-André-Apôtre, celle-là même qu'il avait refusée à son arrivée au pays. Il vient de publier chez Delbousseau « On ne naît pas québécois, on le devient ». Victor Piché, lui, est sociologue démographe. Né à North Bay, en Ontario, il a d'abord fait des études en sociologie à l'Université d'Ottawa, pour ensuite poursuivre à l'Université Cornell aux États-Unis et ainsi obtenir son PhD en 1974. Il a été professeur au département de démographie de l'Université de Montréal, un département qu'il a dirigé de 1993 à 2000. Depuis une quinzaine d'années, il s'intéresse notamment aux droits des migrants et des migrantes, ainsi qu'aux statistiques ethniques, raciales et linguistiques, et ce, dans une perspective critique. Il est chercheur associé à la chaire Dynamique migratoire mondiale, dirigée par notre collègue Daniel Bélanger, qui est professeur en géographie à l'Université Laval. Monsieur Micone, Victor, dans son ouvrage, reprend en fait le texte de Rosa Pires dans « Ne sommes-nous pas québécoises ?» avec un point d'interrogation, ce qui est très important. Elle reprend là-dedans 2 événements majeurs qui ont en quelque sorte qui sont associés à ce qu'on pourrait appeler le nationalisme identitaire. Ce qu'elle appelle des moments de dissonance. Elle parle d'abord de l'argent et du vote ethnique de Jacques Parizeau, là, à la suite de l'échec référendaire de 1995. Et ensuite, elle fait référence au débat entourant la Charte des valeurs en 2013. Cette montée de ce qu'on pourrait appeler le nationalisme identitaire est ressentie par les femmes dont elle parle, les femmes de la 2e génération qu'elle a interrogées, comme une forme d'exclusion. Qu'en pensez-vous? Moi, je connais un peu Rosa Pires, donc elle est beaucoup plus jeune que moi. Et elle ne sait pas, sans doute, que cette question-là, les immigrants se la posent depuis les années 50. Donc ce n'est pas nouveau du tout. Quant au nationalisme identitaire, moi aussi, j'ai été témoin de manifestations, quand on brandissait des drapeaux québécois et qu'on disait et qu'on chantait le Québec aux Québécois pendant les années 60, 70, etc. Donc tout ce courant-là, pour moi, n'est pas étranger, n'est pas nouveau. Donc bien entendu, bon, Rosa Pires a bien le droit de se poser la question maintenant, elle a raison de se poser la question maintenant, mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'elle n'est pas nouvelle. Et c'est bien entendu accentué avec le temps. Et je ne suis pas d'accord qu'on accable Jacques Parizeau. Pour moi, Jacques Parizeau est l'un des grands hommes d'État que nous avons eu ici au Québec avec René Lévesque. Et ce qui est arrivé donc, le soir du référendum donc, que nous avons perdu, nous, les souverainistes, c'était dû à plusieurs facteurs psychologiques, facteurs aussi d'humiliation de la part de Bouchard, etc. Pour moi, le grand responsable de la décrédibilisation là, du Parti québécois et du mouvement souverainiste, c'est Lucien Bouchard. C'est Lucien Bouchard qui a droitisé le Parti québécois. Et donc Lucien Bouchard est arrivé au pouvoir pendant les années 90, donc en 95. En 95, donc si on élargit un peu la focale, on est en plein 3e voie. Il y a Tony Blair en Angleterre, il y a Schröder en Allemagne, il y a Clinton aux États-Unis. Eh bien, c'est la déferlante vraiment néolibérale qui a comme objectif
de faire sauter la social-démocratie. Et qu'est-ce que Lucien Bouchard dit au mois de février 1996? Nous devons mettre en veilleuse la social-démocratie. Donc il organise une grande kermesse de toute la bourgeoisie locale et donc avec son charisme, bien entendu, là, il convainc un peu tout le monde que c'est lui qui avait raison et qu'il fallait absolument mettre un terme aux dépenses outrancières qu'on avait ici au Québec, etc. Et il charge Louise Arel de mettre sur pied donc, le workfare. Louise Arel, qui, bien entendu, passait pour la grande progressiste du Parti québécois. Et donc, il a manipulé tous ces gens-là. Pour moi, le grand responsable de la perte de crédibilité du Parti québécois et du mouvement souverainiste progressiste, c'est Lucien Bouchard et non pas Parizeau. Parfait. Parce que si Parizeau n'avait pas démissionné, on n'aurait jamais eu le déficit zéro, on n'aurait jamais eu non plus tout ce qui a suivi, on n'aurait jamais eu non plus le remplaçant donc, de Lucien Bouchard qui était Landry. Landry qui disait qu'au Québec, il n'y avait pas de riches. Il n'y avait pas de riches. Et donc, on ne pouvait pas redistribuer la richesse parce qu'il n'y avait pas assez de riches. Alors que 20% des plus riches des Québécois possèdent un patrimoine 800 fois plus grand que celui des 20% les plus pauvres. Donc pour moi, accabler Parizeau, c'est une injustice. Et d'ailleurs, moi, à cette époque-là, il y avait Lise Bissonnette qui était directrice du Devoir, et j'envoyais beaucoup d'articles. Et j'ai écrit un long texte pour défendre Parizeau, c'est-à-dire pour expliquer pourquoi il avait fait cette gaffe le soir du référendum. Et l'explication que je donnais, c'est résumé à ceci, c'est que nous avions tous, jusqu'à cette époque-là, une vision ethnique de la société. Autant les immigrants, autant les anglophones, autant les francophones. Donc, bien entendu, en étant dans une émotivité extraordinaire, ce soir-là, il a réagi viscéralement et c'est comment dire, son réflexe ethnique là, qui s'est exprimé. Mais rationnellement, il avait tout à fait raison. Sauf que c'était une gaffe quand même, parce que de la part d'un Premier ministre, enfin, on s'attend à ce qu'un Premier ministre soit rassembleur, bien entendu, mais du point de vue humain, je le comprenais tout à fait, mais je le répète encore une fois, pour moi, celui qui est à blâmer pour ce qui est arrivé au Parti québécois, c'est Lucien Bouchard, qui a fait en sorte enfin, que tous les progressistes, ou presque, qui étaient souverainistes et qui militaient, et qui étaient membres du Parti québécois et qui votaient pour le Parti québécois, se sont éloignés. Et d'ailleurs, on attend après, on a fondé Québec solidaire. Mais je pense que tu as raison sur cette partie-là de l'histoire, mais il y a une jeune génération aujourd'hui, comme Rosa Pires et beaucoup d'autres, qui se sentent exclus indépendamment de ce qui est arrivé à cette époque-là, sur des choses qui se passent actuellement. Et je pense que, moi, ce qui me frappe, là, c'est dans les romans, l'analyse des romans que j'ai fait de l'immigration, ce qui me frappe, c'est à quel point ces gens-là se sentent plus ou moins exclus de la notion de qui est québécois. Et je pense que c'est... Bon, on mentionne la charte des valeurs du Parti québécois, mais on peut mentionner aussi tout le discours de la CAQ, pas uniquement de l'élection de 2022, mais aussi de l'élection de 2018, où là, il y a vraiment un nouveau discours qui apparaît au niveau politique d'une façon aussi explicite. Et je pense qu'il y a une génération là, de jeunes immigrants ou de personnes issues d'immigration qui ne se retrouvent pas dans ce discours qui est là actuellement. Et je pense que ça fait le pont. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça s'est aggravé parce que il y a une tendance occidentale
à faire de l'immigrant un peu le juif des années 30, c'est-à-dire l'ennemi, la menace des sociétés qui sont fragilisées par des politiques néolibérales. Et donc, enfin, vous savez, ici au Québec, il y a 30% de la population québécoise qui gagne moins de, enfin, selon Luc Godbout, 30% des Québécois déclarent en revenu de 20 000 $ par année. Donc on ne vit pas richement. Hein. Et il y a aussi donc la couche supérieure à ces 30% qu'on qualifie comme de classe moyenne inférieure, eh bien elle aussi se sent fragilisée et a peur enfin du déclassement, etc. Donc la fragilité, selon moi, premièrement, elle vient de là. Elle vient de là. Et donc il y a il y a un parti comme la CAQ, celui enfin de Legault que je considère en réac, enfin qui parfois est xénophobe et qui, bien entendu, bon, utilise cet argument-là, utilise enfin cette situation-là pour enfin, comment dire, se créer une base électorale et finalement, bon, c'est ça qui l'a amené au pouvoir et c'est ça qui l'a fait réélire parce qu'il joue sur la peur. Au lieu de parler de la pauvreté, au lieu d'essayer enfin de régler les problèmes de disparité économique et de relever un peu le niveau de vie enfin des pauvres, etc., bah, il fait diversion et il parle bien entendu d'une autre menace qui, elle, est, comment dire, elle est plutôt imaginaire enfin que réelle, tandis que la vraie menace enfin pour une bonne partie du peuple québécois qui vit difficilement, ce sont les mesures néolibérales enfin qu'on prend enfin au niveau du gouvernement là, jour après jour. Il suffit enfin de voir un peu dans quel état est le système de santé, dans quel état sont les écoles enfin du Québec pour se rendre compte enfin que nous avons au pouvoir un parti de droite qui n'a absolument aucun intérêt à s'occuper enfin des problèmes de pauvreté, des problèmes de disparité économique. Il y a une autre dimension qui au-delà du politique, là, puis du discours politique qu'on entend, et quand je dis discours politique, moi, c'est pas uniquement Legault, c'est beaucoup d'autres politiciens et aussi des chroniqueurs hein, dans les journaux qui véhiculent actuellement nationalisme identitaire. Mais au-delà de ça, et ça, j'ai vu ça dans les romans, et je trouve ça bien important d'en parler parce qu'on a l'impression que les gens, les immigrants ou les personnes issues de l'immigration sont plus ou moins cachés, ils ne parlent pas, mais depuis 2000, on a une flopée de romans qui sont sortis, qui sont extrêmement extraordinaires. Et ce qu'on retrouve là-dedans, au-delà du discours politique, c'est la vie de tous les jours dans les écoles, dont tu en parles un peu dans ton livre, où les gens se disent, même les gens nés ici, de parents d'immigrants, disent ce sont les autres qui finalement ont un regard sur nous qui est un regard d'exclusion. Et je pense que éventuellement il faut rattacher les deux. Je pense que le discours politique vient encourager ou en tout cas exacerber ce discours, où ça rend peut-être plus crédible pour les gens de maintenir une certaine forme d'exclusion par rapport à ces personnes-là. Mais c'est très très fort. J'ai vu même dans un des romans une personne qui est née ici, mais qui parle d'elle comme étant une immigrante. Et, tu sais, ça n'est pas immigrante, parce que par définition, si tu es né ici, tu es natif, tu es native. Et donc, c'est fort quand tu dis que même si tu es né ici, le regard de l'autre est tellement fort sur le fait que tu es autre, que tu te sens exclu de la société. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça de gens qui disent j'ai beau parler français, je connais Michel Tremblay, puis toute la liste des trucs que tu peux dire qui pourrait définir une forme de Québec
francophones, il dit, malgré tout ça, on continue à dire que je ne suis pas vraiment québécois. En tout cas, c'est le regard qui est jeté. Et tout le débat sur la langue maternelle, qui a été lancé par les statistiques, par les nouvelles de Statistique Canada, de recensement, a relancé le débat sur, si tu n'es pas de langue maternelle française, tu n'es pas considéré que dans le nous. Et ça a été très fort durant la campagne électorale. Et alors qu'on sait très bien que la langue maternelle française ou le groupe, il y a une confusion totale là, entre la langue maternelle et le groupe ethnique qui s'appelle les Canadiens français d'origine, qui lui, par définition, pour des raisons purement démographiques, va diminuer. Il va diminuer, il n'augmentera jamais. La seule façon que ce groupe-là pourrait augmenter, c'est si les gens commençaient à faire 3-4 enfants, peut-être disons plus que 2,1 en tout cas. Okay? Oui. Donc, avec la fécondité actuelle, c'est clair que le groupe canadien, français, québécois d'origine, appelons-les comme on voudra, ce groupe-là, oui, ça c'est vrai qu'il y a une diminution. Et quand on parle du déclin du français, je pense qu'on parle du déclin du groupe qui historiquement, constituait la majorité francophone au Québec. Et c'est pour ça, on va en revenir tout à l'heure, pour moi, la seule façon de construire un Québec francophone, c'est justement d'avoir les immigrants, de franciser les immigrants et puis de les avoir comme alliés, un peu comme Boucard Diouf disait dans la presse, dans un de ses articles. Écoute, nous ne sommes pas les ennemis, faites de nous des alliés. Mais actuellement, le discours a tendance à les exclure. C'est la limite de la littérature et des romans ou encore du théâtre, c'est que si on fait une analyse sociologique dans un roman, à ce moment-là, on les taxe enfin on dit que ces romans-là, c'est pas de la vraie littérature, c'est un discours enfin analytique, sociologique, etc. Donc tous ceux qui aspirent à devenir écrivain, enfin soit romancier, soit poète, encore dramaturge, fuient comme la peste, enfin toute analyse conceptuelle dans les romans. Donc on ne fait que raconter finalement des histoires personnelles, etc. Ou encore, c'est toujours des relations d'individu à individu. Et on ne va pas plus loin. Et selon moi, c'est une des limites, enfin, de la littérature en général. Et pour comprendre ce qui se passe au Québec, il faut tenir compte du fait que nous sommes constamment manipulés par qui? Je vais vous donner un exemple. 2018, nous sommes en campagne électorale. Legault, donc, il n'est pas certain enfin qu'il va gagner, mais donc lui, il a une idée en tête, c'est qu'il va épouser donc le nationalisme identitaire, c'est-à-dire le nationalisme ethno-culturel. Donc lui, il va faire tout ce qui est possible, enfin, dans les discours qu'il va tenir, pour dire, enfin, que le groupe francophone d'origine canadienne-française, etc., de culture canadienne-française, est menacé, etc. Donc, qu'est-ce qu'il dit pendant cette campagne électorale? Une chose, enfin, que je n'ai jamais oubliée, il dit, devant quelques journalistes, le français est menacé et je m'en voudrais toute ma vie si je ne le défendais pas. Et j'ai peur, ça c'est textuel là, j'ai peur que mes petits-enfants ne parlent plus français. Alors ça, c'est une sottise, c'est un mensonge qui n'a pas été dénoncé par les journaux. Le lendemain, dans tous les journaux, tous les médias, on a rapporté, l'aspirant Premier ministre a dit qu'il a peur que ses petits-enfants ne parlent pas français. Donc les enfants de Legault, à cette époque-là, ils avaient à peu près 18-20 ans. Maintenant, ils ont 22, 23, 24 ans, etc. Est-ce que vous croyez que dans 10 ans, ou dans 15 ans, les petits-enfants de Legault ne parlent pas français? C'est une sottise et c'est un mensonge. Et tout ça a été relayé par l'escadron de chroniqueurs, donc de Pellado, par Christian Dufour, comment il s'appelle, etc. C'est ça, oui, du Devoir, etc.
mais je n'ai jamais lu dans aucun éditorial que ce que Legault avait dit était un mensonge et que c'était indigne, enfin, d'un homme intelligent, etc. Et tout ça, c'était le début. Et ça a continué comme ça. Donc jusqu'à, il y a récemment, qu'est-ce qu'il a dit? Il a associé donc, les immigrants à la violence, etc. Donc il ne fait que répéter enfin ce que d'autres ont dit déjà en Italie, en France, des Le Pen, des Salvini, etc. Christian Rioux, qui est un peu le relais enfin de bon côté maintenant, là, qui fait carrière dans les médias xénophobes de France, etc. Donc nous sommes manipulés. Donc pour revenir à ce que tu as dit, et que je trouve très, très intéressant, ce que tu as dit, mais la limite donc des romans, c'est exactement ça, c'est qu'on n'explique pas, on décrit la situation, et donc moi j'en veux presque à ces romanciers qui disent, par exemple, font dire un personnage dans un roman, dit ah, mon voisin, enfin l'interlocuteur dans le roman, ne me reconnaît pas comme québécois, etc. C'est un individu comme lui, il est aussi manipulé. Nous sommes tous manipulés, à moins d'avoir enfin une certaine culture ou encore comment dire, un dispositif conceptuel enfin qui nous permet enfin d'analyser cette situation-là et d'aller à contre-courant. Mais il y a une idéologie dominante, il y a un discours dominant qui domine de plus en plus et dont est victime la majorité de la population. Moi, j'ai côtoyé des ministres péquistes, j'ai côtoyé enfin des militants péquistes. Ils sont tous devenus caquistes. Tous. Je les appelle des péco-caquistes. Ils sont tous devenus caquistes. Et je parlais avec une ancienne ministre qui est très très connue, qui passe pour progressiste, etc. Dans une soirée, elle me parle de Pierre Manant. Pierre Manant qui a été le secrétaire de Aron. Est-ce qu'il y a plus réactionnaire que Aron en France? Pierre Manant a été son secrétaire. Alors, il y a une doctorante québécoise qui a écrit il y a quelque temps un article dans Le Devoir pour dire comment Pierre Manant défendait la préférence nationale. Et comme c'était vraiment très très crédible, parce qu'elle avait des lettres et savait comment défendre. Elle a lu donc Aron, elle a lu Manant, etc. Ce n'est pas des imbéciles, ces gens-là. Ils ont tout un argumentaire qui peut, enfin, à moins d'avoir enfin, comment dire, des arguments à très très forts, on peut être très très manipulé par ça. Eh bien, cet ex-ministre m'a dit, mais finalement, la préférence nationale, c'est tout à fait moral et acceptable, etc. Moi, je me suis insurgé et il y a trois autres péquistes qui m'ont sauté dessus. Ouais. Mais je pense, ce que tu disais à propos des romans, j'y tiens beaucoup parce que j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'intégrer cette littérature pour montrer que c'est une littérature qui participe à la construction de la francophonie au Québec. Et que tous ces auteurs-là, qui sont très importants pour moi, qui sont très connus d'ailleurs la plupart, ne sont pas de langue maternelle française. Et selon le discours un peu identitaire, ils ne seraient même pas considérés comme des Québécois francophones. Et moi, je pense que les deux sont à faire. Je ne propose pas de substituer l'un par l'autre, c'est-à-dire la science. Non. Tu sais, c'est sûr, j'ai un côté démographe où je passe mon temps à regarder des chiffres, là, et puis et des cités d'ailleurs de temps en temps. Et le roman, pour moi, a permis de constater qu'il y avait toute une génération d'écrivains et d'écrivaines qui participent de plein pied à la construction de la société francophone québécoise, qui sont généralement connus et acceptés, mais qui se sentent quand même lésés actuellement dans le discours actuel. C'était pas comme ça avant 2018. Quand je fais l'histoire de l'immigration au Québec, moi, je fais une démarcation très importante avec 2018, parce que de 1990 jusqu'à 2018, on est vraiment on a une politique
d'immigration, qui a été mis dans l'énoncé, que tu connais, qui est très ouverte, et puis qui a été d'ailleurs acceptée par tous les partis politiques pendant toute cette période-là. Et l'élection de 2018, la campagne électorale, c'est une rupture totale avec cet énoncé. D'ailleurs, la CAQ n'en parle jamais, mais il est toujours là, cet énoncé-là, et je conseille aux gens de le lire. Parce que, mais ça mijotait quand même, avant. Ça mijotait, mais c'était pas... Il y a eu la Charte des valeurs. Oui. Mais oui, bien sûr que ça mijotait, mais ça restait quand même le modèle de gestion. Et pour moi... Ça pose ce problème de modèle. Oui. On peut d'ailleurs se poser la question dans une société pluraliste, comme la nôtre, on gère, j'aime pas le mot gestionnaire, mais gérer le mot gestion, mais on fait quoi avec ça? Et au fédéral, c'est le multiculturalisme. Au Québec, on parle d'interculturalisme. Dans ton livre, tu sembles être assez critique du multiculturalisme. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi. Ça serait quoi une politique qui serait... qui se démarquerait un peu du multiculturalisme pour avoir une société plus inclusive? Oui. Avant de répondre à ça, je voudrais revenir un peu sur la manipulation de la société, parce que pour moi, c'est primordial. Il faut comprendre comment ça marche. Comment ça marche. D'ailleurs, Édouard Bernays, qui a écrit son fameux livre « Propagande » il y a à peu près un siècle, nous enseigne là-dessus. Et quand tu parles de 2018, c'est vrai que c'est une année qui marque une rupture, ou encore c'est comme une épiphanie, en quelque sorte, de quelque chose enfin qui était là et qu'on voit tout à coup. Mais ça se prépare. J'ai parlé de Bouchard, ça se prépare. Mais il y a une autre date qui est très importante, c'est 2006, avec Mario Dumont, qui s'en prend aux accommodements raisonnables, qu'il a appelés accommodements déraisonnables, etc. Donc petit à petit, ça se forme, ça se transforme, et ça se consolide, et ça se cristallise. C'est ça qui est arrivé. Et donc, notre comptable, qui est Premier ministre depuis 4 ans, il s'est transformé lui aussi. Mais c'était un réactionnaire depuis longtemps. En 2000, notre Legault, quand il était ministre de l'Éducation, qu'est-ce qu'il a demandé aux universités? Il a demandé aux universités des contrats de performance. Ça, c'est dans le catéchisme néolibéral. C'est ça que nous avons maintenant au pouvoir, là. Donc Legault, lui, il a été, paraît-il, souverainiste. Il n'est plus souverainiste, il est autonomiste. Mais avant tout, Legault, c'est un réactionnaire. C'est un néolibéral. C'est ça qui est Legault. Et à part ça, donc, individuellement, personnellement, c'est un parvenu qui, un peu comme Marois, qui à un certain moment, donc une fois après avoir amassé les millions, ils veulent tout avoir. Ils veulent aussi le pouvoir politique. Mais tu as raison, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon. Il reste que c'est un peu déprimant. Il y a des jours où je suis assez déprimé d'ailleurs, quand je vois la force de la CAQ actuellement en termes de nombre de députés. Mais je fais des petits calculs et j'ai consulté une spécialiste des sondages pour savoir les gens qui ne votent pas. Je vais revenir sur ça tantôt. Les gens qui ne votent pas, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'ils pensent? Et bon, mon hypothèse, puis je pense qu'on est assez d'accord là-dessus, c'est que les gens qui ne vont pas voter ne sont certainement pas des gros partisans du caquisme. Ça, c'est 30 %. Donc, si tu penses que la CAQ n'a eu que 40 %, à la fin, il y a à peu près 25 %, 28 % des Québécois qui sont vraiment caquistes. Donc ça, il faut le répéter. Okay? La société québécoise n'est pas une société caquiste, malgré qu'on a 100 députés qui le sont. Et ils vont faire... C'est pas en Italie, le fascisme est au pouvoir maintenant, enfin, une sorte de fascisme est au pouvoir, parce que celle qui est la Première ministre maintenant a eu 26 % des voix. 26 %. Tout à fait. C'est ça. C'est notre système électoral qui est complètement dysfonctionnel. Mais c'est quand même important de le dire.
Parce que moi, j'ai des amis à l'étranger qui me disent « Ouais, ça y est, le Québec a fait un virage à droite. » J'ai dit « C'est vrai en termes de résultats du système électoral, mais ça ne correspond pas nécessairement à la vision politique de l'ensemble des Québécois. Parce qu'il y en a quand même un maudit paquet qui ont voté pour l'opposition. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est derrière ce nationalisme identitaire. On a l'impression que oui. Parce que dans les journaux, il y a des chroniqueurs, il y a des chroniques qui sont extrêmement virulentes du point de vue du nationalisme identitaire. Et je pense évidemment au Journal de Montréal, certains chroniqueurs qui sont extrêmement agressifs quand il s'agit de parler de wokisme, de parler qui est un mot fourre-tout. Et dans ce sens-là, on a l'impression que le Québec est en train de devenir extrêmement, comment dirais-je, à droite. Je pense que oui, on a un virage à droite, mais je pense qu'il faut insister sur le fait qu'il y a... C'est pour ça qu'il ne faut pas se taire, dans le fond, pour essayer de faire valoir d'autres idées qui pourraient éventuellement contrecarrer ce qu'on vit présentement. Mais c'est tellement décourageant. On peut passer des heures à écrire un article. Premièrement, on ne sait pas si le devoir va l'accepter, ou la presse, etc. Et deuxièmement, tu sais, il y a des chroniqueurs qui sont là payés la semaine après semaine, tu sais, et qui ressassent toujours tu sais, les mêmes arguments, etc. Tu sais. On n'y peut presque rien. Ouais. Sauf par, moi je suis un peu optimiste comme toi, parce que je crois que éventuellement, là, tu sais, on va balayer cette équipe-là et on va la remplacer par d'autres. Mais surtout nous, là, qui avons vécu les années 60 et 70, et qui avons connu d'autres personnalités politiques avec beaucoup plus d'envergure, etc., ben, nous savons que ça existe et que ça va revenir éventuellement, là, tu sais. Mais probablement que nous allons terminer notre vie, mon cher Victor, tu sais, on peut déprimer. Par analogie, tu vois, moi, ce qui me frappe beaucoup dans la littérature, je reviens souvent à ça parce que j'ai passé beaucoup de temps là-dessus dernièrement, il y a quand même un certain nombre de personnes issues de l'immigration qui sont vraiment fâchées. Et je relevais, par exemple, des pièces de théâtre, par exemple, qui s'appellent « Québécois tabarnak ». Le mot « tabarnak » est devenu un mot très important dans la littérature parce que quand tu es vraiment fâché comme Québécois, c'est ça que tu dis « tabarnak ». Et les immigrants et les personnes issues d'immigration qui sont nées ici utilisent ce terme-là parce qu'ils sont vraiment fâchés par ce qui se passe présentement. Et c'est dans ce sens-là que je dis que nous aussi, quand on dit qu'on est découragé, c'est qu'on est dans le tabarnak aussi. Je pense que c'est une façon d'exprimer un peu notre j'ai pas répondu à ta question là-dessus. Oui, bien ça, on va revenir sur le multiculturalisme. Ouais. Moi, j'ai toute une théorie là-dessus. Pas seulement abstraite. Bon, une théorie, bon, bien entendu, c'est abstrait en quelque sorte, oui. Mais il y a aussi du vécu. Même si le mot vécu maintenant n'est pas apprécié. Mais je crois, une expérience de vie, une constatation sur le long terme. Pendant les années 80, moi, j'ai proposé une notion que j'appelais la culture immigrée. La culture immigrée, pour moi, je la définissais comme suit. Un immigrant, à partir du moment où il quitte son pays natal, il s'engage dans un processus de transformation culturelle inéluctable. C'est ça, la culture immigrée pour moi. Donc, ma conclusion, mon constat est celui-ci. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Il n'y a pas de culture italienne, haïtienne, algérienne, etc., ici au Québec. Il y a des immigrants d'origine italienne, algérienne et haïtienne, etc., qui, eux, portent avec eux des façons de parler, des façons de se comporter, j'hésite à utiliser le terme valeur, mais des façons de faire, des façons de penser qui ne sont pas tout à fait celles des Québécois. Mais ils sont engagés dans un mouvement de transformation culturelle. Et dans mon petit livre, donc, je dis donc ceci, que, contrairement à ce que Dany Laferrière pense,
Ils pensent que pour être intégré, donc il faut connaître la littérature, etc. Ça, c'est une vision très élitiste pour moi, parce que c'est pas tout le monde qui est écrivain comme Dany Ferrière, mais on s'intègre selon la classe sociale à laquelle on appartient. Mon père et ma mère étaient très intégrés. C'était des paysans. Ils ont vécu ici des dizaines d'années. Ils parlaient à peine le français. Mais pour moi, ce n'est pas un marqueur absolu. On s'intègre de 1000 façons, de 1000 autres façons. C'est ça. Et ils s'en sont aperçus quand ils sont retournés en Italie. Ils disent, on n'a plus rien à faire ici. Après avoir vécu ici à Montréal pendant une trentaine d'années. Donc, pour moi, le multiculturalisme, donc, il est fondé sur des bases très peu solides. C'est-à-dire que le multiculturalisme croit qu'il y a des cultures ethniques immigrées. Mais pour moi, la culture immigrée n'est pas ethnique. Elle est en phase de transformation. Donc c'est ça qui affaiblit donc, l'argumentation des multiculturalistes. Et d'une certaine façon, que j'ai mis donc, entre guillemets dans mon livre, l'interculturalisme pêche aussi à cause de ça, de ne pas reconnaître le fait, enfin, qu'il n'y a pas, à part la culture donc, québécoise, francophone, qui elle est plurielle, pluraliste, etc., composite, il n'y a pas de vis-à-vis de culture italienne, algérienne, libanaise, etc., etc. Donc là aussi, c'est sur des fondements très fragiles. Mais je te dirais que, en élargissant encore un peu plus ta conception, on peut l'appliquer aussi aux Québécois nés sur place, aux gens nés sur place. Parce que c'est un peu ce que je reproche au modèle interculturaliste de Gérard Bouchard quand il parle de la majorité historique. Je disais à Gérard, souvent pour moi, il y a tellement une grande variété à l'intérieur de cette majorité-là. Moi, je fais partie de cette majorité historiquement, de par la définition de la descendance, mais je me sens beaucoup plus près, idéologiquement, politiquement, socialement, je me sens beaucoup plus près. Je suis tellement content que tu dises ça. Je me sens plus près de Boucard Diouf que de Mathieu Bock-Côté. Exactement. Et, mais comme mon père se sentait beaucoup plus proche de l'ouvrier francophone avec lequel il travaillait et qu'il a travaillé pendant des années, qu'avec un notable de la communauté italienne. Donc moi, je résume ça dans mon livre en disant il y a plus d'affinité entre un Québécois et un immigrant de même condition sociale qu'entre un Québécois défavorisé et un Québécois privilégié ayant la même culture. Mais toi, tu le mets sur le plan social. Exactement. Et tu peux rajouter d'autres dimensions. Tu vois. Moi, la dimension générationnelle, pour moi, est importante. Je veux dire, par exemple, mes enfants et mes petits-enfants qui sont nés ici, au Québec, ils ne sont pas québécois de la même façon. Exactement. Il y a un fossé. Il y a un fossé, là. Absolument. Je veux dire, du point de vue idéologique, du point de vue de la musique qu'ils écoutent, du point de vue de la littérature, du point de vue de la culture, avec l'ensemble culturel. Parce que la culture avec un grand C, je ne sais pas ce que c'est. Mais si on regarde concrètement qu'est-ce que les gens regardent, qu'est-ce que les gens lisent, qu'est-ce que les gens écoutent, la variété est tellement importante que c'est affolant. Et donc, de parler de cette majorité, quand on dit le patrimoine historique, la majorité historique qui a une culture avec un grand C, je ne la vois pas, moi. Je ne la vois pas, moi. Et c'est une façon très rapide et commode de mettre tout le monde dans un le grand philosophe Taylor dit un peu la même chose que nous disons. Là, il donne l'exemple suivant. Il dit, quand on parle d'interculturalisme, la situation dans laquelle s'exprime ou devrait s'exprimer l'interculturalisme, c'est entre les générations. C'est ça. Il y a la génération des 70 ans n'a pas la même vision du monde que la génération des 20 ou 30 ans, etc. Donc, la première négociation interculturelle doit se faire entre les générations, que ce soit du même
enfin, de la même ethnie, quoi. J'ai vu dernièrement, Oui. avec tout le débat sur la culture populaire qui est un peu menacée par les grands sites, Les GAFA, ouais, et puis aussi les listes numériques pour la musique, Oui. parce que c'est vraiment la musique qui est la plus malmenée actuellement à ce niveau-là. Et j'avais un article ce matin dans le Devoir, dans la presse, qui disait exactement la même chose. Le gros problème actuellement, à ce niveau-là, c'est la transmission intergénérationnelle d'une certaine de la culture québécoise francophone. Et là, on n'est plus là dans le clivage immigrant pour immigrant, on est dans un clivage générationnel. Et c'est tous les jeunes, qui soient nés ici ou non, qui actuellement utilisent des médias qui font pas beaucoup de place à la francophonie. Et ça, pour moi, c'est un... Il faut sortir des données du recensement. Là. Je veux dire, à chaque fois qu'il y a un recensement aux 6 ans, on recommence les mêmes débats à partir d'indicateurs qui, pour moi, c'est plus des indicateurs qu'il nous faut. Il nous faut des indicateurs de ce qui se passe dans la société, des indicateurs de la sphère publique. Quoi. Ce qui est, et si on revient là-dedans, si on pense donc à la société réelle, là, tu sais, concrète, là, tu sais, donc on peut faire un autre reproche à Gérard Bouchard quand il ne voit que des clivages culturels. Moi, le clivage le plus important, c'est le clivage social. Oui. Social. Alors, je me souviens, là, il y avait une manifestation là, de quelques dizaines là, de jeunes immigrants là, qui s'en prenaient, je ne sais pas quelles questions, là, etc. Là, tu sais. Donc c'était pendant le mandat, le premier mandat de Legault, etc. Gérard Bouchard qui écrit un article en disant il faut faire attention, là, tu sais, il demandait donc, aux autorités là, tu sais, de combler là, ce clivage culturel, etc. Là, tu sais. Je crois qu'il est obsédé par ça. Là, vraiment, les clivages qui font du tort à la société et aux individus, ce sont les clivages d'ordre socio-économique. C'est ça. Et c'est le fondement, d'ailleurs, c'est là-dessus, d'ailleurs, comment dire, c'est en occultant ces clivages-là que peut progresser une idée, tu sais, comme celle du nationalisme identitaire, tu sais, qui a porté au pouvoir notre ennemi, Legault. J'aimerais ça peut-être qu'on aborde un truc qui est un peu la rencontre de vous deux. Okay? Oui. L'idée étant que, puis je vais y revenir tout à l'heure, l'idée étant que tu empruntes beaucoup à la démarche de Victor, Oui. à ses écrits, et ainsi de suite. Et Victor, en te lisant, en s'inspirant de ce que tu as produit, et ainsi de suite, s'est intéressé justement à des auteurs, des romans, et ainsi de suite. Donc, je voudrais juste savoir pour toi, en fait, parce que dans la préface de ton livre, tu expliques que tes textes d'analyse reposent aussi sur des sources bien établies et fiables, telles l'Institut de recherche, l'IRIS, l'Institut de la statistique du Québec, ainsi de suite. Je ne pouvais pas mentionner Victor Piquet. C'est pas une institution. Non, mais c'est justement ça. C'est peut-être une institution. Ça, peut-être. Mais en même temps, pour toi, c'est important, cette espèce de bagage empirique-là, de démonstration. Pour éviter la naïveté, oui. C'est ça, exactement. Oui. Donc, j'aimerais juste t'entendre un peu là-dessus. Comment un dramaturge comme toi peut donner une place si importante que ça à des éléments un peu empiriques que produisent en quelque sorte des instituts dûment reconnus et autres que Victor Piché. Oui. Moi, je lis beaucoup les intellectuels français et italiens. Et en France et en Italie, on a encore le souvenir du marxisme, même si on en est critique. Mais il y a aussi la tradition, donc ça devient une tradition maintenant, là, de toute cette mouvance, la bourdieusienne, qui m'inspire beaucoup. Donc pour moi, la fiction est très importante parce que c'est un véhicule d'émotion et donc qui peut engendrer ou provoquer de l'empathie. Et c'est très très important ça. Donc au théâtre, roman, etc. Donc pour le rapprochement, enfin,
et même pour la compréhension, parce que dans la compréhension, il faut qu'il y ait de l'émotion aussi. Mais pour moi, donc, c'est à cause de ma formation que il me faut toujours, quand j'écris un article ou quand, enfin, parce que je ne fais que ça, quand j'ai écrit ce petit livre, il me fallait toujours me rassurer en me reposant sur des études scientifiques. Et c'est à ce moment-là que j'ai consulté les écrits de Victor Pichet et aussi de François Héran du Collège de France. Donc pour moi, ce sont mes deux références pour le Québec et donc pour l'immigration en général. Donc moi, quand par exemple, j'entends dire que mais l'humain est un nomade, il a toujours immigré, etc., je trouve que c'est une bêtise monumentale, parce que l'humain s'est sédentarisé il y a 10 000 ans. Et on quitte le lieu où on est par nécessité, pas par choix. Et ça, on ne le dit pas assez. Donc quand on me dit que avec le réchauffement climatique, il y aura des millions de personnes, non, ils se déplacent dans le même pays. Ils ne vont pas ailleurs parce qu'ils sont trop pauvres. Et tout ça. Et donc c'est pour ça qu'il me faut, moi, des études scientifiques pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc c'est pour ça, je le répète, c'est pour ça que je t'ai beaucoup lu. Et je trouve que ce que tu fais, surtout dans ton œuvre de pédagogie populaire, dans le métro, dans le journal Métro, là, c'était vraiment formidable ce que tu faisais, que j'ai compilé d'ailleurs, que j'ai chez moi. Oui. Donc c'est très important. Victor, tu reprends le passage de Marco Micone dans son dernier livre. Tu dis, en fait tu le cites, la complexité de la situation linguistique exige de ceux qui l'analysent qu'on tienne compte de multiples critères et surtout qu'on désethnicise enfin la question francophone. Marco Micone continue, il serait dommage que les voleurs de jobs d'après-guerre deviennent maintenant les voleurs de langue. Qu'en penses-tu en fait à partir de tes travaux sur l'immigration? Pour moi, le gros problème qu'on a au Québec, c'est qu'on a trop de données linguistiques et on ne sait pas quoi faire avec. Et tout le monde pense, quand on lit des articles, tout le monde utilise le mot francophone. Mais personne ne dit qu'est-ce qu'il entend par francophone. Alors que si on prend des indicateurs purement statistiques, il y a énormément de façons de se définir comme francophone. Et de réduire ça comme on l'a fait, parce que le Statistique Canada a produit d'abord des données sur la langue maternelle et ça a lancé le débat un peu avant la campagne, puis pendant la campagne, ben, tout le monde s'est mis à dire en chœur et de façon répétée et consensuelle, le français décline au Québec, basé uniquement sur cet indicateur-là. Et pour moi, c'est un peu le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on est pris avec ces indicateurs-là qu'il faut les défendre tout le temps. Comme démographe, j'ai passé ma vie à essayer de dire la langue maternelle, c'est intéressant, là, puis peut-être qu'on aimerait ça, que tout le monde fasse 3-4 enfants, puis parce que jusqu'aux années 70, le Québec, il s'en foutait de l'immigration. Il n'y avait pas le ministère de l'immigration est né en 1968, parce qu'avant ça, on faisait des enfants. Et puis la croissance naturelle était suffisante pour maintenir le fameux équilibre historique qu'on disait. Équilibre, c'est-à-dire 80-20, hein, 80 de francophones, puis 20 d'anglophones. Le jour où les familles québécoises ont commencé à dire « Oh, ça suffit, là, on va baisser la fécondité », puis on est descendu en bas du seuil de remplacement, puis d'ailleurs sévèrement, parce qu'il y a une période où on a été champion dans la faible fécondité. Démographiquement, c'est clair que ce groupe-là ne se renouvelle pas. Il ne se renouvellera pas. C'est des gens qui pensent, là, j'ai entendu justement la nouvelle en Italie, là, qui a pris le pouvoir en Italie, qui dit qu'il faut augmenter la fécondité. Je n'en revenais pas d'entendre ce discours-là. Et ce n'est pas encore arrivé au Québec, mais ce ne serait pas impossible qu'à un moment donné, quelqu'un dise hey, il nous faut une politique nataliste. Parce que c'est la seule façon, et ce n'est pas ce que je prône, là. Moi, je
je n'ai pas besoin de ça. Là. Je veux dire, moi, la langue maternelle, je trouve ça important. Mais si on se fie uniquement à ça pour avoir un Québec francophone, on n'aura pas de Québec francophone. Le Québec francophone, c'est les langues maternelles, c'est les gens qui parlent le français, qui travaillent en français et qui vivent en français. Et là, tous mes romanciers que j'ai étudiés et analysés, ce sont tous des francophones. Ils écrivent en français. C'est une littérature francophone de très haut niveau. Mais ils ne sont pas considérés comme francophones selon la définition de la langue maternelle. Et donc, pour moi, il nous faut aussi, ce qui est le pire de nos statistiques, c'est qu'on n'a pas de statistiques, ou très peu, ce que j'appelle dans le jargon démographique, longitudinal. C'est qu'on les gens arrivent, puis souvent le recensement, c'est une photocopie au moment où le recensement a lieu. Mais il faut voir le processus, ce qui se passe au bout de 10 ans. Et au bout de 10 ans, Jean Renaud l'avait bien montré dans son étude longitudinale, au bout de 10 ans, les gens apprennent le français. Puis s'ils n'ont pas appris, ils sont partis. Ils sont allés ailleurs. Donc, la francophonisation, ou la francisation plutôt, elle se fait. Mais c'est un processus. Et c'est sûr que s'il rentre 50 000 personnes par année, ou 60 000 ou 70 000, quel que soit le chiffre, et que ces gens-là, la moitié, n'ont pas le français comme langue maternelle, bien, c'est sûr que si vous faites une statistique du moment, vous dites, regardons ça, il y a 50 des immigrants qui ne parlent pas français. Ben oui, mais donnez-leur le temps. Et dans ce sens-là, moi, je trouve que le Québec, malgré toutes les erreurs qui ont été faites sur le fait qu'ils ont coupé dans les programmes de francisation, les COFI, c'était magnifique, les COFI. Oui. Ils ont coupé ça. Et il y a eu une encore aujourd'hui, dans la presse, on disait que le Québec n'utilise même pas l'argent du gouvernement fédéral pour franciser. Ils reçoivent, je ne sais pas, 600 millions, 700 millions par année pour franciser. Puis il y en a 25 qui est utilisé pour la francisation. Le reste, ils utilisent pour d'autres choses. Il y a une hypocrisie totale quand on sait que pour maintenir un Québec francophone, et c'est ça l'objectif, je pense qu'il n'y a personne qui dit on veut voir le Québec francophone, pour le maintenir, c'est par la francisation. Et c'est en faisant des immigrants des alliés, comme le demandent beaucoup d'immigrants. Et comme le demandent beaucoup de gens dans leurs pièces de théâtre, dites-leur que nous sommes Québécois. Absolument. Et dans ce sens-là, je trouve que on est avantages et désavantages du fait qu'au Québec, on a beaucoup d'indicateurs linguistiques. Il y a des sociétés où il y en a beaucoup moins. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir d'indicateurs linguistiques, mais je dis qu'il faut en avoir beaucoup plus de différents de ce qui se fait. L'Office de la langue française aurait dû, dès le départ, arrêter de nous publier, de faire le suivi de l'Office de la langue française va faire le suivi de la politique linguistique. La politique linguistique veut franciser la sphère publique. Si on veut faire le suivi de cette politique-là, il faut avoir les indicateurs de la sphère publique. L'Office de la langue française a fait une fois une enquête là-dessus, puis après ça, puis qui est vieille maintenant. Son rôle aurait dû être de nous en fournir de plus en plus des statistiques. Ils ont fait des rapports récemment. D'ailleurs, c'est assez bizarre. Ça date de 2018, je pense, les rapports. Personne n'en a parlé pendant la campagne électorale, alors qu'il y a une mine de renseignements là-dessus sur la production culturelle, la télévision, etc. Et je me dis, si on n'est pas capable de regarder les indicateurs d'une façon qui soit logique, reliée à nos objectifs, ben, on va aller dans toutes les directions. Et comme je dis, je termine là-dessus parce que ça me choque un peu de voir que tout le monde utilise le mot francophone sans jamais définir ce qu'ils entendent par francophone. Dans le même paragraphe, ça peut être langue maternelle, puis dans l'autre paragraphe, ça peut être la langue du travail. Et j'aurais beaucoup de choses à dire sur la langue de travail aussi, qui des gens disent, oui, la bilinguisation, ça n'a pas de bon sens. Là, le gouvernement Legault ils sont super ministres, veulent augmenter les investisseurs étrangers. Bien, ça, c'est une bilinguisation du marché du travail. Parce que dès qu'on s'internationalise, on devient par définition plus bilingue. Si on veut fonctionner dans le monde international, puis si les Québécois, si l'industrie québécoise veut percer sur le monde international, comme il le fait d'ailleurs, ben, ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'emplois qui sont bilingues. Pour moi, c'est tellement logique. C'est contradictoire. On dit, ça n'a pas de bon sens qu'il y a de plus en plus de bilingues sur le marché du travail. Il y a d'autres facteurs que ça. Mais ça n'est un facteur. Ça peut même être un indicateur positif.
ça peut vouloir dire que s'il y a des emplois de plus en plus bilingues, c'est parce qu'on s'internationalise. C'est parce qu'on a un commerce, puis une culture, pas une culture, mais des entreprises qui percent au niveau mondial. Vous êtes tous les deux l'exemple même du plurilinguisme à travers vos travaux, mais également à travers votre histoire personnelle. Or, au Canada et ailleurs, la dimension plurilingue est de plus en plus importante à travers l'immigration internationale. Victor, tu parles de bilinguisme, mais en fait, on constate ici au Canada que de plus en plus de personnes maîtrisent 2, 3, 4, voire 5 langues. Les gens arrivaient ici avec une langue maternelle, arrivent toujours ici avec une langue maternelle. À l'époque, c'était l'italien, c'était l'espagnol. Maintenant, c'est le wolof, c'est l'arabe. Et les gens qui arrivent depuis quelques années ont intégré également dans leur pays d'origine des institutions scolaires en langue française. Donc, ils arrivent ici avec une langue maternelle, le français qu'ils maîtrisent, mais également d'autres langues, et ils deviennent de plus en plus plurilingues. Et ça répond justement à ces besoins là, du marché du travail dont tu parlais, Victor. Le Québec est la province la plus bilingue de toutes les provinces au Canada. C'est celle qui correspond le mieux aux rêves de Pierre Elliott Trudeau de l'époque. J'aimerais vous entendre sur cette dimension-là qui est le plurilinguisme. Comment ça peut également être intégré à partir d'un autre concept, une autre dimension que vous avez utilisée un peu plus tôt, qui est les rapports intergénérationnels. Donc, pour vous, comment ces rapports intergénérationnels et le plurilinguisme s'intègrent dans les débats actuels? Je ne sais pas si je me trompe, Victor, mais il me semble que Montréal est la ville la plus trilingue de l'Amérique du Nord. Hein. Oui. C'est ça? Oui. Donc il y a 20% de trilingues à Montréal. Moi, quand j'ai enseigné au Collège Vanier, j'avais 25 étudiants, il y avait 18 origines différentes dans mes classes. Et pour rassurer donc les francophones qui vont m'écouter, et vous aussi, puisque vous êtes francophones, ces jeunes-là, donc j'ai enseigné de 1970 à 2000, donc 30 ans, pendant une quinzaine d'années, dans les corridors, j'entendais seulement l'anglais, dans un collège anglais. À partir des années 90 surtout, dans les corridors, la moitié du temps, j'entendais le français. Parce que de plus en plus de francophones venaient apprendre l'anglais au niveau collégial. Quand je suis parti, il y avait 25% de francophones au Collège Vanier. Maintenant, probablement qu'il y en a 40 ou 45%. Là. Je ne sais pas, je peux répéter ce que tu as dit finalement, Richard, tu sais. C'est une richesse, bien entendu que c'est une richesse, c'est une banalité de le dire, mais ce qui est terrible, c'est qu'on peut l'instrumentaliser politiquement. Et donc quand on a un courant ethnoculturel qui aspire, qui est déjà au pouvoir et qui veut le garder, il va dire que c'est une menace, que tout ça représente une menace. Alors que ce n'est pas une menace. Tout le monde le sait, là. Il suffit d'avoir de dessous d'intelligence là, pour savoir que ce n'est pas une menace. Il y a, bien entendu, le problème là, de la francisation. Alors, Victor nous rappelait que le gouvernement fédéral donne au Québec 700 millions par année. Il paraît qu'il a ajouté 40 millions cette année pour couvrir les dépenses de francisation. Le Québec... donc l'année passée, pendant que Legault était au pouvoir, le nationaliste Legault était au pouvoir, il a utilisé seulement 25% de cet argent-là. Pourquoi? Les Italiens utilisent un mot en politique très très intéressant, ils parlent de régurgitation du passé. C'est une régurgitation du duplessisme. La pseudo-autonomie. Legault a déjà dit que pour lui... recevoir les 10 milliards par année du gouvernement fédéral en péréquation, etc., c'était humiliant. Maintenant, il a changé. Il est très, très content. Il défend le fait, enfin, qu'on puisse recevoir 10 milliards du fédéral. Donc, ça dépend du discours qu'on tient et ça dépend de ceux qui sont au pouvoir et qui imposent un discours dominant. Mais nous savons tous, entre personnes intelligentes, que c'est une richesse et que
Je le dis d'ailleurs dans mon petit bouquin, le Québec a toutes les ressources et suffisamment de pouvoir pour garantir, assurer la pérennité du français et de la culture francophone du Québec. Et dans une pièce que j'ai écrite il y a très longtemps, je fais dire à un des personnages qui dialogue avec ou se dispute avec une francophone, dit, vous savez, madame, la raison pour laquelle nous tenons au français et que le français ne disparaîtra pas, c'est que nos enfants aussi, c'est l'immigrant qui parle, vont le défendre parce qu'eux sont allés à l'école française et que leur imaginaire est français, que leur culture est française, même s'ils parlent l'anglais entre eux, même, ils sont allés pendant 11 ans au moins dans les écoles françaises. Pour certains, ça ne suffit pas. Moi, je n'ai rien contre, enfin, qu'on francise aussi les cégeps éventuellement, en trouvant un aménagement, enfin, pour les anglophones. Mais, encore une fois, je le répète, c'est une richesse.